Bonjour à tous. Dans votre JT Breton ce vendredi, les magasins de déstockage alimentaire sont de plus en plus nombreux en Bretagne. On fera le point. Nous embarquerons aussi avec les nouveaux membres de l'équipage Jolokia dans le Morbihan. Et puis le 21 mars, c'est la journée internationale des forêts. Nous irons dans les sentiers de la forêt du Cranouf. Dans le duplex, retour sur une catastrophe écologique. Benjamin Bréon, bonjour. Oui, bonjour Julie. Et nous allons revenir avec vous sur un triste anniversaire. Bah oui, c'est ce samedi, ça fera 50 ans jour pour jour que le Torrey Canyon coulait au large de la Grande-Bretagne. On revient sur cette histoire avec vous dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 17 mars 2017. Jean-Yves Le Drian, président de région et ministre de la Défense, était dans le Finistère ce vendredi. Il s'est rendu chez le leader européen de la poudre de chasse Nobel Sport à Pont-de-Buis. Le groupe Sophie Sport, auquel appartient Nobel Sport, se lie avec Thales et Manhurin. Le ministre a annoncé la création d'une nouvelle unité de production de munitions de petit calibre pour l'armée française, ce qui devrait, in fine, créer plusieurs dizaines d'emplois sur le site breton. Une visite scrutée pendant cette période de campagne présidentielle, alors que selon ses proches, le ministre pourrait soutenir le candidat Emmanuel Macron. Aucune confirmation ce jour sur les terres bretonnes. Destock 56, Caddie Rusé ou encore Coup de Frais, voilà des noms d'enseignes que vous connaissez peut-être. En à peine 10 ans, les magasins de déstockage alimentaire ont poussé comme des champignons en Bretagne. Ils proposent des produits avec des dates de péremption courtes. Explication avec Karine Chevrolier. Moi, je n'aime pas le gaspillage, je suis intransigeante avec ça, je ne nourris pas ma poubelle. Éviter le gaspillage tout en faisant des économies, il n'en fallait pas plus pour allécher le consommateur. En août dernier, l'un des tout premiers magasins de déstockage alimentaire ouvrait ses portes sur l'agglomération lorientaise. Premier enjeu, rassurer les clients sur les dates de péremption. Leur expliquer le fait que des dates puissent être courtes, bien leur expliquer la différence entre une DLC où on ne peut plus consommer après la date puisqu'il y a un risque sanitaire, et une DLUO où il n'y a pas de risque sanitaire, donc où il n'y a aucun problème pour consommer après la date. On peut avoir des dates courtes, mais pas que, puisque la grande distribution exige un certain nombre de jours à la livraison dans ses entrepôts. Quand ce nombre de jours n'est plus atteint en départ des usines agroalimentaires, ils ne peuvent plus être livrés dans ces circuits habituels. 75% de l'approvisionnement vient du Grand Ouest. On y trouve 4 fois moins de références que dans une supérette classique, moins de choix, mais des économies de 200 à 250 € par mois pour une famille de 4 à 5 personnes. Les prix imbattables, ça va être le rayon fromage, les rayons yaourt, tout ce qui est produit de marque. Surtout de la viande, tout ce qui est laitage, gâteaux pour les enfants. Il doit y avoir moins de 25%, je pense, d'économie. En un peu plus de 6 mois, la supérette a triplé sa fréquentation. Pour les deux gérants, il s'agit désormais de se développer. Une deuxième enseigne devrait voir le jour dans le Morbihan d'ici fin 2017. Chiffre d'affaires annoncé pour cette toute première année d'exercice, 1 100 000 €. Un peu de voile et on embarque maintenant à bord de Jolokia. La moitié des 23 membres d'équipage est renouvelée chaque année. Une nouvelle aventure vient donc de débuter et Karine Chevrolier nous l'a fait découvrir sous le soleil. Si t'as pas besoin de tour défaire, tu refais quelques tours. Pour être un marin de la team Jolokia, il faut de la ténacité, du courage, mais encore, il faut être volontaire, motivé et aussi montrer qu'on en veut, pousser les autres à en vouloir. Et ils sont 12 à avoir décroché cette année une place au sein de cet équipage de la diversité. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes s'engagent dans une aventure hors norme. Mais ces petits nouveaux, que sont-ils venus chercher ? Une expérience, un savoir-faire aussi, c'est-à-dire une façon de communiquer avec les gens, une écoute. Le côté équipe, le côté sportif et surtout nature, ça a vraiment contribué. En plus du projet social de Jolokia derrière, bien sûr, qui est assez original et qu'on ne trouve pas partout. Venus de tous horizons et parfois sans aucune expérience de la mer, ils sont très vite mis dans le bain avec ce week-end 3 jours d'entraînement où l'on apprend les bases de la navigation.
L'objectif de cet après-midi, c'est que tout l'équipage s'approprie le bateau en termes de sécurité, en termes de manœuvres, du coup, sur toutes les manœuvres basiques, l'holofé, la bâtée, les virements de bord, les empannages. Et c'est là que les anciens jouent un rôle essentiel dans la transmission des savoir-faire. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère là, dès les premières navigations. Et on voit vraiment que ce qu'on porte comme message, il est juste et il est véritable dès les premières manœuvres à bord du bateau. Jolokia, c'est le début d'une nouvelle aventure humaine qui commence. Première course, le Tour de Belle-Île, le 30 avril prochain. Le 21 mars, alors que l'on sera juste entré dans le printemps, ce sera aussi la journée internationale des forêts. Le parc naturel régional d'Armorique organise une sortie nature ce samedi pour découvrir la forêt du Cranou, un espace naturel unique. Et Frédéric Lorenzon a rencontré l'organisatrice de cette sortie. C'est un poumon vert au cœur du Finistère. La forêt du Cranou s'étend sur 1320 hectares et fournissait au XVIIIe siècle le bois pour construire les navires de la Royale. À l'occasion de la Journée internationale des forêts, le parc naturel régional d'Armorique propose une visite ce samedi. Donc l'idée de cette sortie, c'est d'avoir une discussion autour de la forêt, une balade commentée avec moi-même qui va avoir un regard plus sur la biodiversité, la préservation des habitats et des espèces, et le regard d'un agent de l'Office national des forêts qui lui va plus parler de la gestion forestière, de l'économie du bois. La forêt du Cranou permet de trouver une faune et une flore importantes et diversifiées, avec même quelques espèces bien connues des Finistériens. On peut apercevoir du coup des chevreuils, des animaux comme ça. Si on regarde au sol, on peut avoir des espèces intéressantes comme l'escargot de Quimper, cet escargot à la carapace aplatie. On peut avoir des amphibiens, enfin pas mal de choses. Après, il faut avoir un peu de chance, c'est sûr. La tempête Zeus qui a balayé la Bretagne il y a 10 jours a bien fait quelques dégâts dans le massif forestier finistérien. Mais à part quelques troncs en travers, les chemins sont praticables. On a interrogé l'ONF, savoir si on pouvait maintenir cette sortie, donc ils nous ont dit que oui, car les chemins de randonnée avaient été dégagés, donc on est en sécurité pour se promener dans la forêt. Par contre, c'est vrai que quand on regarde un peu plus aux alentours, on a encore des traces de Zeus, puisqu'on a des arbres couchés par terre, on a des bois un peu abîmés, des branches au sol, mais bon, après, dans une forêt qui a des branches au sol, c'est aussi bien. Ce samedi, les visiteurs seront guidés à travers une partie de la forêt du Cranou, une bonne manière de découvrir cet espace naturel, prêt à sortir de la torpeur de l'hiver. Et pour ceux qui seraient tentés par cette sortie, rendez-vous à rue Mingol ce samedi à 13h30. On quitte le parc naturel régional d'Armorique pour parler d'une catastrophe écologique qui s'est déroulée il y a maintenant 50 ans. On retrouve tout de suite Benjamin Bréant. Alors Benjamin, pouvez-vous nous rappeler les faits ? Ben oui, écoutez, on est le 18 mars 1967, le Torrey Canyon, 270 mètres de long, qui bat pavillon du Liberia, est affrété par la compagnie BP, remonte vers le Pays de Galles, mais il veut prendre une passe à l'est, juste à l'est des îles Scilly. Erreur de navigation, paf, il s'emplafonne Pollard's Rock, un récif pourtant bien connu. Voilà, le résultat, ce sont 110 000 tonnes de pétrole brut qui s'échappent de ces cales. Et la lutte anti-pollution, à cette époque, n'en est qu'à ses balbutiements, on imagine. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, le premier réflexe des autorités britanniques, c'est d'aller bombarder le site avec des bombes et des jerrycans de gazole, histoire que tout brûle. Alors, 74 avions de la Royal Air Force sont mobilisés pour ça. Ça ne suffit pas, bien sûr. Alors, on craint pour les côtes britanniques, mais avec le jeu des vents et des courants, c'est la Bretagne qui est touchée, et en particulier le Trégor, le 10 avril, 20 km de la côte de Granit Rose sont souillés, et c'est à l'appel que la population se mobilise pour faire face à la marée noire. Oui, on le voit sur ces images, effectivement. Alors, qu'en reste-t-il aujourd'hui de cette pollution ? Alors de visible, rien, même si on a obtenu dans la foulée une modification du droit maritime qui a autorisé l'intervention en haute mer sur des catastrophes similaires. Avant, elle était considérée comme illégale. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que c'est la première catastrophe majeure qui touche la Bretagne. Et malheureusement, on sait, il y en aura d'autres. Il y a évidemment la plus célèbre de toutes, la Moco Cadiz. 11 ans, presque jour pour jour après le Torrey Canyon. Il y aura après l'Erika, le Prestige. Et je ne parle là que de celles qui ont frappé la Bretagne, car malheureusement, il y en a un petit peu partout dans le monde. Et il est à craindre, il faut bien avouer, que ce ne soit pas fini. Figurez-vous que depuis 1967, la consommation de pétrole dans le monde a plus que doublé.
Merci beaucoup Benjamin pour ces explications et merci aussi à la Cinémathèque de Bretagne pour ces images d'archives. Vous retrouvez d'ailleurs chaque mercredi dans le magazine L'Instant T, la chronique Une semaine, une histoire. Merci beaucoup Benjamin. Culture et une idée d'exposition. William McKendry est sans doute le plus brestois des peintres américains. Il a découvert la ville grâce à une galeriste. Elle expose d'ailleurs en ce moment ses peintures, des œuvres qui sont aussi à retrouver à la médiathèque du Relais Quéruillon. Frédéric Lorenzo. C'est sans doute le plus brestois des artistes new-yorkais. William McKendry porte régulièrement son regard sur la ville et particulièrement sur le port. Un espace qui inspire ce peintre américain installé depuis 30 ans en France. C'est un sujet difficile parce que c'est assez animé, c'est toujours en changement. C'est pas créé avec, à mon avis, avec un but décoratif mais fonctionnel. Ça fait partie des choses qui m'intéressent. La peinture, c'est une rencontre avec un lieu et un effort de saisir quelque chose qui est l'essentiel dans ces rencontres. Si William McKendry a posé son chevalet face au hangar et aux grues portuaires brestoises il y a maintenant 20 ans, c'est aussi grâce à cette ambassadrice passionnée de l'art contemporain. J'ai pu croiser un éditeur américain qui est aussi un grand ami de William, qui est un grand lithographe, graveur, Michael Woolworth. Et tout de suite, il a décidé de me présenter William. Et je suis allée le voir à New York parce qu'il avait son atelier dans le sud de Manhattan. Et quand on était sur le pont de Brooklyn, je lui ai dit, je crois que l'atmosphère du port de Brest peut peut-être vous inspirer. Réduire William McKendry au statut de peintre officiel du port de Brest serait bien réducteur. En témoignent les nombreux thèmes explorés par l'artiste. Pour poursuivre la découverte de son univers, direction la médiathèque du Relais Quéruillon. Avec force et douceur, l'artiste nous emmène outre-Atlantique, mais comme le visiteur, il revient souvent au port de la cité du Ponant. Et on retrouve tout de suite le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. Incroyables images tournées au large de Paimpol le week-end dernier. Le pêcheur s'apprêtait à remonter un gros lieu jaune et finalement ce sera un demi-lieu jaune. Un requin taupe était passé par là. Toute la séquence est à retrouver sur le telegram.fr. Attention, ce jeune homme n'est pas, comme on pourrait le croire, un joueur à l'apéro avec les copains, mais un sportif à l'entraînement. Il est attendu ce samedi à Plouzé-Védé, au premier Open de Meulky du Finistère. Qu'on se rassure, il y aura quand même une buvette. Et on termine en musique avec 2 des concerts surprises organisés à Brest dans le cadre des 10 ans de la Carène. Dominique A dans un resto solidaire et Laetitia Shérif à la gare. Il semblerait même que ce vendredi soir, un chanteur emblématique de la ville soit attendu sur un chantier naval emblématique de la ville, mais on ne veut pas balancer. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi 19h. Très bonne soirée et bon week-end.